Il est 19h, bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur la première, ravi de vous retrouver. Dans l'actualité de ce dimanche 1er septembre, aux Antilles, les sargasses sont un fléau, elles envahissent les côtes et dégagent un gaz toxique une fois échoué. En Polynésie française, ces algues sont loin d'être aussi nombreuses, mais s'accumulent parfois sur le littoral. Pourquoi ? Comment ? Nous avons tenté de comprendre. Partager les savoirs pour mieux soigner, c'est le but du séminaire organisé au Whare Hape autour de la médecine intégrative. 2 jours d'échange réservés aux professionnels pour lier les pratiques traditionnelles et conventionnelles. Une bataille décisive pour la libération de la France, celle du débarquement en Provence où des soldats du Fénois se sont battus. 2 jeunes polynésiennes ont assisté aux commémorations des 80 ans de ce moment historique. Nous les avons rencontrées. Et nous reviendrons justement sur ce sujet avec la directrice de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, Marie-Christine Verdier-Jouclas, est notre invitée ce soir. Elle a pu titrer des mondiaux de vitesse à Hawaï. 8 médailles à son compteur, dont 6 en or. Pour comprendre les secrets d'une telle réussite, nous nous sommes rendus dans son fief à Mateya. Et puis notre rubrique du dimanche soir Fénois d'avant nous emmènera à Rimatara en 1998 lors d'une escale de la marine qui, le temps de quelques jours, a bouleversé la quiétude de cette île, la plus petite des Australes. Sommes-nous de plus en plus envahis par les sargasses ? Ces algues brunes et flottantes proviennent de l'Atlantique au large de l'embouchure de l'Amazone. Si elles ont toujours été présentes sur nos plages, sont-elles aujourd'hui plus nombreuses, à l'instar des plages des Antilles polluées depuis 2011 par l'arrivée massive de ces algues à l'odeur fétide une fois échouées ? Sont-elles nuisibles ou peuvent-elles être utiles ? Élément de réponse avec Nicolas Suire, Mélissa Chong et Mirko Van Foof. Aux Antilles, les sargasses sont un fléau. Ces algues envahissent les côtes et dégagent un gaz toxique. Mais en Polynésie française, elles sont loin d'être aussi nombreuses. Chacun a pu constater leur présence sur nos rivages. Leur odeur n'est pas agréable, toutefois, elles ne sont pas dangereuses. Ça macère, après ça sent une odeur désagréable un peu. Mais après pour nous, c'est une odeur normale, c'est de la nature. Par rapport aux fosses septiques, si ça coule pas sur la route, c'est pas normal ça. Voilà. Aux Fénois, sont-elles de plus en plus nombreuses ? Aucune étude n'a été réalisée à ce sujet. Selon ce spécialiste, l'explication est peut-être liée aux récents aléas climatiques. Alors peut-être que l'événement spécifique qu'on vient de voir sur les plages de Toahutu peut être dû aussi à plusieurs phénomènes successifs de fortes houles, vent, courant et qui rabat ces algues et qui font qu'on a cette impression ou en tout cas cette réalité d'avoir plus d'algues que d'habitude qui sont accumulées sur les plages. Sur le territoire, certains l'utilisent comme engrais. C'est riche en plusieurs matières qui sont bons aussi pour le nuance à peau. Et comme il y en a eu plein là, j'en profite. Elles peuvent être utilisées comme biostimulants ou produits cosmétiques et remplacer le plastique. Pour cela, les sargasses doivent être récoltées en mer. Ce n'est pas autorisé partout en France, mais déjà plusieurs entreprises se déclarent intéressées. Lier la médecine traditionnelle à celle plus conventionnelle. C'est l'idée de la médecine intégrative. Ce week-end, les professionnels se sont réunis au Whare Hape, au cœur de la vallée de la Papineau, autour d'un séminaire pour échanger sur cette pratique. Reportage Lucille Guichet, Théophane Téléhitoire et Jérôme Ly. Ici, on soigne autour du noni, du tiaré ou encore du corosol. Ces médicaments traditionnels sont utilisés par les anciens depuis toujours, mais tombent parfois dans l'oubli. J'ai réappris en fait pourquoi on utilisait tel médicament pour tel bébé. Moi, ça me rappelle des souvenirs en fait, mais j'avais plus les mots, je savais plus pourquoi c'était. La veille, j'étais à l'hôpital carrément, en pneumologie avec Eric Parra pour qu'il me fasse des tests et tout ça. Et je prends ça, je m'en suis pas vraiment rendu compte. En fait, c'est quand on est redescendu qu'ils ont vu la différence dans la voiture. J'étais derrière, j'étais joyeux, je sentais plus les bosses. Ça m'a fait un effet impressionnant. Durant ce séminaire réservé aux professionnels de santé, 11 tradipraticiens se retrouvent autour de la maternité, de l'obésité ou encore de la médecine complémentaire. L'objectif est de partager les savoirs pour mieux soigner. Il faut montrer notre culture et puis les rats viennent de nos tupuna, de nos ancêtres. Après de nos ancêtres, c'est nos parents et puis après ça vient sur nous. Donc ça a été endormi, maintenant il faut se lever et puis retourner aux sources.
Car la médecine intégrative chemine en Polynésie depuis le premier séminaire de ce genre, organisé il y a 6 ans. Avec l'association Haururu, professionnels de santé et tradipraticiens travaillent désormais main dans la main. On ne peut pas se passer de la culture pour soigner les gens. Moi, je suis ici depuis 7 ans et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un grand fossé culturel entre la culture occidentale ou française métropolitaine et puis la culture tahitienne, polynésienne en général. Et on a vraiment besoin de cette base-là pour comprendre en fait les gens. Au cours des 6 dernières années, plusieurs secteurs médicaux se sont emparés de ce projet et l'ont, je dirais, sublimé. Je vais commencer par le secteur de la vie. Nos sages-femmes à l'hôpital ont développé tout un savoir-faire avec les tradipraticiens. Une centaine de participants ont partagé leur savoir autour de la santé tout au long de ce week-end pour laisser plus de place à une médecine intégrative basée sur la culture et la sécurité. Cet accident mortel à Rurutu, un jeune homme de 22 ans est décédé après avoir percuté avec son scooter le grillage de l'aéroport de Lille. Le drame s'est produit la nuit dernière. La victime était sous l'emprise de l'alcool et circulait à vive allure. Une enquête a été ouverte. Hommage solennel au roi Tuhetia VI. Le président de la Polynésie française s'est rendu à la cérémonie tenue sur le Mare Turangawaewae en Nouvelle-Zélande en l'honneur du roi décédé vendredi dernier, leader du Kingitanga, mouvement fondé pour unir les tribus. Il était une figure emblématique de l'unité et de la résilience culturelle pour les Maoris. En rendant hommage sur ce Mare, site sacré, Moetai Brotherson a souhaité souligner l'importance de renforcer les relations et les liens culturels entre les peuples polynésiens. C'est une fermeture qui marque la fin d'une épopée, symbole depuis 11 ans du développement économique de la région nord de Nouvelle-Calédonie. L'usine Koniambo Nickel a mis la clé sous la porte, faute de repreneurs. Avec ses 1200 emplois directs, l'entreprise était un moteur local. Mais hier, ses salariés ont été priés de quitter le site. Camille Monnier et Brice Bachon y étaient. Regardez. Après 6 mois de tentatives pour sauver cet outil industriel, pour maintenir l'usine et les emplois, aucune solution n'a été trouvée. Aujourd'hui, c'est la fin de l'aventure pour près de 1200 salariés du site. Ces employés franchissent ce tourniquet pour la dernière fois. Ça s'est bien passé, avec beaucoup d'émotion. Mais sinon, voilà, on regrette rien. On a beaucoup appris. Et voilà. Il faut toujours penser positif parce qu'il y a toujours des choses après qui arrivent. Moi, ça fait depuis 2008 que je suis ici. Et c'est vrai, voir aujourd'hui partir les gens comme ça fait un pincement parce qu'on a connu beaucoup de personnes de tous les endroits et tout ça. Du coup, ça fait un pincement au cœur. Dans ce bus, certains travaillent pour Koniambo Nickel depuis 12 ans. L'adaptation après l'usine sera difficile. On est trop habitué à se lever le matin, à partir au travail, de rentrer, de se reposer, de reprendre le boulot. Voilà, c'est ça que j'appréhende un peu. Je ne sais pas trop comment je vais faire là, mais il va falloir s'habituer, quoi. On avait l'esprit KNS, une bonne entente, une bonne ambiance, aussi bien sur mine qu'en dehors. Et ça aussi, ça va nous manquer avec les copains. On en a beaucoup parlé avec les collègues, les copains. Voilà, c'est ça qui va nous manquer. On avait atteint des objectifs là-haut sur mine. On l'avait fait ensemble en famille, quoi, on va dire. Maintenant, il ne reste plus que 250 employés sur site. Ils vont encore travailler ici quelques mois pour la mise en veille froide des fours. Une procédure complexe qui démarra dès ce samedi soir, minuit. Un arrêt, un véritable coup dur pour les salariés, leurs familles et la province nord, celle qui s'est développée autour de l'usine. Koniambo Nickel a fait l'économie notamment de la zone VKP, qui a grandi, qui s'est construite grâce à l'activité minière. Sans elle, la région pourrait subir une désertification car beaucoup quittent le territoire et les projets de développement sont à l'arrêt. Peut-être une lueur d'espoir si un projet, avec un des 3 repreneurs toujours dans la partie, se concrétise.
Et l'autre actualité du Caillou est la nomination de Christian Théin à la présidence du FLNKS. Une décision prise lors du 43e congrès du Front indépendantiste qui ne fait pas l'unanimité au sein du parti et qui est aussi critiqué par la majorité du camp non indépendantiste. Leader de la cellule de coordination des actions de terrain, Christian Théin est actuellement en détention provisoire à Mulhouse dans l'attente de son procès. Il est soupçonné de complicité de tentative de meurtre et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime lors des émeutes de mai dernier. Une date qui a marqué l'histoire. Le 15 août 1944, il y a 80 ans, le débarquement de Provence. Une bataille méconnue du grand public qui a pourtant fait basculer le destin de l'Hexagone. L'intervention des forces françaises, des soldats venus d'Afrique, de Polynésie et de la résistance locale a permis de libérer plus vite le territoire national. Depuis, cette date est célébrée. Cette année, 2 jeunes Polynésiennes ont été invitées à assister aux commémorations dans le sud de la France, Jacques Damour et Ismaël Tayata. Après 10 jours dans l'Hexagone, les 2 étudiantes polynésiennes sont de retour. Comme il se doit, comité d'accueil. Parents impatients et membres du souvenir français de Polynésie, fiers de cette opération. Un déplacement pour représenter la Polynésie française aux célébrations du 80e anniversaire du débarquement de Provence. On a choisi des lauréats du concours national de la résistance et de la déportation. Ce sont 2 jeunes élèves de Punaouia qui ont gagné ce concours il y a quelques mois et qu'on a envoyé là-bas. Un retour qui a rassuré la maman de Naïni, 14 ans, lauréate du concours. C'est vrai qu'on avait vraiment cette crainte de quel est le mal du pays, cette crainte aussi quelle est cette angoisse, le manque de sa famille, je tremble en fait, le manque de ses amis. Mais sinon en fait ça s'est bien passé. Le lendemain, nous retrouvons nos 2 étudiantes en compagnie de leurs camarades pour une série de questions-réponses liées à ce voyage. La question que j'aimerais leur poser, c'est qu'ont-elles fait pendant leur séjour en France? J'aimerais savoir combien de temps a duré votre séjour et si ça a duré assez longtemps. Durant ce voyage, qui a duré 10 jours, on a représenté donc l'association en allant à différentes cérémonies. L'occasion pour le général Denis de leur donner un petit cours sur le devoir de mémoire et ce 15 août 1944 qui a été une page décisive de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale avec le débarquement de Provence, plus connu sous le nom de l'opération Dragoon et où des soldats polynésiens ont perdu la vie. Est-ce que cet événement vous a permis à apprendre beaucoup de choses? On a eu la possibilité d'apprendre beaucoup de choses en rencontrant d'autres personnes comme d'anciens combattants, des porte-drapeaux de différentes associations et apprendre sur leur parcours de vie, sur l'armée en soi, mais aussi sur l'histoire du débarquement. Nous sommes partis précisément dans la ville de Yale. Nous avons participé à plusieurs cérémonies. Nous sommes aussi partis à la nécropole de Boulouris où nous sommes partis voir la tombe de Charles Bernardino qui lui est un ancien combattant polynésien. Rendez-vous est pris pour le 90e anniversaire. Ce sera en 2034. Et restons dans le sujet avec notre invitée ce soir, Marie-Christine Verdier-Jouclas, directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Yorana. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, vous venez en Polynésie pour la première fois, vous êtes arrivé mardi, vous repartirez le 6 septembre. On l'a vu dans le sujet, donc des jeunes Polynésiennes qui assistent aux commémorations des 80 ans du débarquement de Provence, une bataille où les Polynésiens donc, ont perdu la vie. C'est important pour vous de venir pour rencontrer les anciens combattants, les associations, mais peut-être aussi les jeunes? C'est important dans la mesure où depuis que j'ai pris mes fonctions, j'ai eu à cœur d'aller sur le terrain. Donc j'ai commencé par l'Hexagone, mais évidemment qu'il fallait que je vienne en Outre-mer pour pouvoir mieux comprendre en fait comment on fonctionnait, quelles étaient nos missions concrètement sur le terrain. J'ai toujours été une femme de terrain, donc pour moi c'était une évidence. Et de fait, pour effectivement rencontrer, se mettre en écoute, donc rencontrer eh bien d'abord mes agents, les agents qui travaillent pour l'Office, mais bien sûr les ressortissants, ceux qu'on aide, qu'on accompagne, les associations des anciens combattants et bien sûr les jeunes chaque fois que ça a été possible, puisqu'on travaille beaucoup avec eux et avec l'éducation nationale. Donc Polynésie française, pourquoi? Parce que finalement aucune direction générale n'était jamais venue ici.
Et puis parce qu'il y a des spécificités qui me semblent importantes de relever et de voir après quelle sera la feuille de route pour pouvoir avoir un meilleur accompagnement et un meilleur soutien, surtout par rapport aux blessés. En fait, je me suis rendu compte qu'ici, il y a un très fort engagement des Polynésiens au niveau de l'armée, beaucoup plus qu'ailleurs. Et donc, qui dit fort engagement dit retour à un moment donné au pays. Et je pense qu'on soit blessé ou pas, mais encore plus pour les blessés, je pense qu'il y a des choses à améliorer. Alors, avant de parler des missions un peu générales justement de l'Office, ça fait quelques jours que vous êtes là. Du coup, est-ce que vous avez déjà pu entrevoir un peu les spécificités polynésiennes ? Oui, tout à fait. Ne serait-ce que déjà, en fait, la superficie. La difficulté qu'on peut avoir pour aller soutenir un ressortissant qui serait dans une île très éloignée ici de Tahiti ou enfin de Papeete, où j'ai effectivement le service territorial qui est ouvert. Donc c'est comment toucher ces personnes-là qu'on connaît, mais comment toucher aussi les personnes qu'on ne connaît pas, qui ne savent pas qu'ils sont ressortissants de notre office, comment on peut les retrouver, comment on peut leur dire qu'on peut les accompagner. Donc, l'intérêt de tisser des nouveaux partenariats. On s'appuie beaucoup sur les associations des anciens combattants, que je tiens à remercier parce qu'elles font un super travail, mais il faut qu'on aille au-delà. Donc, des partenariats, pourquoi pas, avec les élus, avec les Tavana, enfin, il faut qu'on puisse trouver pour pouvoir toucher tous nos ressortissants, y compris ceux qui ne se connaissent pas. Et alors justement, qu'est-ce que ça permet de faire partie de l'Office ? Quelles sont vos missions au sein de cet office ? Alors on a un slogan qui est très simple, c'est aider, reconnaître et transmettre. Donc aider, c'est pas de l'action sociale, c'est de la solidarité, et j'insiste vraiment sur cette différence. On est là pour aider tous nos ressortissants parce qu'ils sont à un moment donné dans une situation difficile ou de précarité, ils ont une facture à payer ou autre. Nos ressortissants, c'est les anciens combattants, c'est les veuves, c'est les pupilles de la nation et c'est les blessés. Donc toutes ces personnes-là peuvent être aidées par l'Office. Ensuite, c'est reconnaître. Reconnaître, effectivement, ça commence par la carte du combattant pour pouvoir être ressortissant, mais c'est aussi toutes les mentions mort pour la France, mort pour la nation, mort pour la République. Et le dernier, c'est transmettre, on l'a vu dans votre reportage, c'est effectivement bâtir toutes les passerelles possibles pour ce travail de mémoire qui est important. Donc avec bien sûr l'éducation nationale, mais on a aussi nos propres concours, Bulle de mémoire, Petit artiste de la mémoire, et donc c'est important de pouvoir faire ce travail avec ces jeunes-là, parce que bientôt, nous n'aurons plus des gens qui pourront transmettre ou faire des témoignages en direct. Donc il faut vraiment bâtir des passerelles et des ponts. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et on vous souhaite un bon séjour donc en Polynésie française. Maururu. Merci beaucoup. Elle est l'athlète la plus titrée des championnats du monde de vitesse qui se sont déroulés à Hilo, à Hawaï. Sur les 40 médailles d'or remportées par les Tahitiens, 6 reviennent à Mihino à Paris. La rameuse issue de la team Tamari Mateya a également gagné 2 médailles d'argent. David Chang et Melissa Chang sont partis à sa rencontre. À Mateya, presque tout le monde fait du VA, souvent à haut niveau. Mihinoa est un pur produit de la commune. Elle remporte son premier titre de championne du monde de distance l'an dernier déjà. Mais être la Polynésienne la plus titrée de la sélection, c'est une toute autre performance. Ça fait plaisir parce que c'est la première fois que je ramène autant de médailles à un championnat du monde. On nous soutenait de loin comme de près et que... on était tous étabouis entre nous. Dans sa famille, tous ont déjà touché une rame, de près ou de loin. Ses 3 nièces ont ramé elles aussi à Hawaï pour le team Tamari Mateya. Et avant elle, sa sœur a fait partie du club de Teva. Mihinoa pouvait compter sur son soutien. J'ai toujours été là, c'est moi qui l'ai emmené à ses courses quand je pouvais, parce que je travaillais aussi. Et chaque fois, je l'emmène, j'emmène sa pirogue, après on revient ensemble. Après, dans la voiture, on discute de son parcours, si ça s'est bien passé, etc. Et voilà. Son niveau actuel, Mihinoa a dû le mériter. Le plus dur, c'était sans doute l'alimentation, car sa préparation exigeait une perte de poids de 10 kg, mettre le sucre de côté et améliorer ses capacités cardiovasculaires. C'était plus le horo-horo. Ah ouais? Comme j'aime pas courir, mais... J'ai fait l'effort d'aller courir avec le club parce que je sais que j'ai besoin de beaucoup de cardio pour le championnat et que c'est les vitesses, quoi. Hiromana Flores, champion reconnu de la discipline, l'a mené au plus haut niveau, malgré des débuts difficiles, surtout financièrement.
Donc j'ai prêté tout ce que j'avais, mes pirogues, mes rames, parce que aujourd'hui, vous savez, ça coûte assez cher quand même le matériel. C'est qu'une pirogue, ça coûte assez cher, la rame aussi. Donc elle n'avait pas les moyens d'avoir au moins une rame et une pirogue. Donc elle a commencé avec moi, j'ai prêté mes pirogues d'entraînement. La prochaine course au calendrier pour Mihinoa, c'est la Hawaiki Nui Va'a Solo. Elle prépare aussi un diplôme en aquaculture, la preuve qu'elle garde la tête sur les épaules. Et terminons ce journal par notre rubrique du dimanche soir. Fenua d'avant nous emmène à Rimatara en 1998, une époque où la quiétude règne sur cette île, la plus petite des Australes. Une tranquillité parfois perturbée par l'arrivée de la marine. L'escale de quelques heures ou quelques jours se transforme alors en festivité. Reportage Jacques Damour. Situé à 565 km de Tahiti, éloigné de 80 nautiques de Rurutu, l'île sœur, Rimatara, la plus occidentale des îles de l'archipel des Australes, occupe 9 petits kilomètres carrés seulement dans l'immensité de l'océan Pacifique. Dépourvus d'aérodromes et d'installations portuaires, les navires de la Marine nationale viennent rarement relâcher ici. Dernier bâtiment à avoir fait escale, la frégate Prairial, dès son retour de mission aux Marquises et après avoir participé à l'opération de récupération de la capsule ARD. Nul doute que l'équipage se souviendra longtemps encore de la douceur de cette courte escale, mais aussi de la qualité de l'accueil et de l'hospitalité joviale des habitants. À Amaru, la présence de l'hélicoptère du Prairial a grandement attiré la curiosité de la population. Un événement classé rare qu'ont apprécié petits et grands de Rimatara. L'île compte 929 personnes et 322 d'entre eux habitent à Amaru. Électricité et téléphone fonctionnent 24 heures sur 24. Outre une gendarmerie, un centre hospitalier d'une capacité de 5 lits. Amaru compte également une radio communale. Elle émet tous les jours de 7 à 14 heures. Les émissions permettent aux auditeurs de s'informer sur les nouvelles de leur île. Véritable curiosité pour l'étranger de passage, les cimetières aux hautes stèles blanches et massives, mais dépourvues de croix, rappellent les vieux cimetières anglais. Hormis la pêche, les habitants s'occupent à cultiver pommes de terre, choux, carottes, café et taro, qui constituent avec le copra les principales productions agricoles de l'île. Ajoutez à cela le pandanus commercialisé en rouleau. Hors des circuits habituels, Rimatara, la plus petite des îles australes, dotée de paysages splendides, possède ni location de véhicules et encore moins d'hôtels, bars et restaurants, car Rimatara, la secrète, se mérite. C'est la fin de cette édition d'information principale de ce dimanche 1er septembre. Partager les savoirs pour mieux soigner, c'est le but du séminaire organisé au Wharehape au cœur de la vallée de la Papineau autour de la médecine intégrative. 2 jours d'échanges réservés aux professionnels pour lier les pratiques traditionnelles et conventionnelles. Au programme de votre soirée, la comédie Opération Portugal, suivie du documentaire Le vrai visage des Vikings. Il y a la une de votre quotidien demain, médecine traditionnelle entre espoir et doute. Vous aurez le plaisir de retrouver Maroki Dury aux commandes de votre journal tout au long de la semaine. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet